Bienvenue à tous. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire qui s'inscrit donc dans le fil rouge Bonsoir. MLF. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dédié au plurilinguisme. Bonsoir et bienvenue. Nous avons eu une première intervention il y a quelques mois de cela de Madame Montandon sur la langue maternelle. Et nous avons le plaisir voilà, d'avoir une intervenante vraiment de choix aujourd'hui qui va aborder un autre aspect du plurilinguisme qui est, voilà, qui est extrêmement prometteur. Et je laisse la parole à Isabelle Ducos-Philippi qui organise ce fil rouge pour la mission laïque française. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver ce soir en ce début d'année. Je vous adresse d'ailleurs mes vœux les plus chaleureux, que 2025 vous apporte beaucoup de très beaux défis professionnels et aussi tout le bonheur que la vie personnelle peut vous apporter. Alors, nous sommes dans notre deuxième webinaire du fil rouge consacré au plurilinguisme. Ce deuxième webinaire va explorer une facette très particulière de l'apprentissage des langues, puisque nous allons évoquer ensemble le plurilinguisme à travers le prisme des neurosciences. Alors, j'ai pour invité ce soir Madame Johanna Bast, qui est formatrice, qui travaille actuellement dans l'Académie de Guadeloupe et qui a une triple expertise. Une première expertise qui est celle des élèves allophones, puisque Johanna est certifiée en français langue seconde. Une deuxième expertise qui est celle des élèves à besoins éducatifs particuliers en situation de handicap, puisque Johanna est titulaire du KPI, et ensuite une expertise en neurosciences, puisque Johanna est titulaire d'un DU neuroéducation de l'Université Paris-Descartes. Donc cette triple expertise nous promet un webinaire absolument passionnant. Maintenant que j'ai présenté Johanna, je vais m'effacer. Je vais d'ailleurs fermer ma caméra. Je reste derrière mon écran pour assurer la modération du chat. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous ferons le point à la fin de l'intervention de Johanna et vous pourrez lui poser les questions qui vous interpellent. Très bon webinaire à tous et merci beaucoup à toi, Johanna, d'être parmi nous ce soir. Nous en sommes très heureux et surtout très honorés. À toi, Johanna. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour cet honneur aussi et de m'avoir invitée sur ce fil rouge, ainsi que toute l'équipe de MLF Monde pour pouvoir partager mes propos sur les neurosciences et ce point de vue sur le plurilinguisme. Cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences Quels défis pour le plurilinguisme en contexte scolaire, organisé par la MLF. Et donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Donc, mon propos tiendra à peu près 45 minutes, 50 minutes. Vous pouvez poser vos questions dans le chat comme l'a dit ma collègue. Et pour le confort de tous, je conseille plutôt de fermer les audios. Alors, suite à cette conférence-là, vous pourrez rejoindre le site de MLF Monde sur la section plurilinguisme, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos sous des webinaires qui se sont passés durant ce cycle. Alors, au sommaire de cette conférence, donc, je vais commencer par me présenter, puis je vais vous parler de l'intérêt d'une approche par les neurosciences, par la suite du plurilinguisme sous le prisme des neurosciences, et enfin, j'aborderai quelques stratégies pour accompagner au mieux les élèves plurilingues. Alors, je commence par ma présentation. Donc, je suis enseignante spécialisée et professeure de lettres, histoire, géographie, accompagnatrice mission, innovation et expérimentation à la CARDI de la région académique de Guadeloupe.
formatrice sur différents domaines et l'heureuse créatrice et pilote du projet La Neuro pour tous, qui a gagné l'un des trophées de la Journée académique de l'innovation en 2023 et sélection académique de la Journée nationale de l'innovation en 2024. Alors, comme le montre cette présentation, je ne suis pas une chercheuse dans le domaine des sciences cognitives et durant mes formations, celles que j'anime, je cherche à en faire la vulgarisation pour en montrer les bénéfices pour les élèves, mais également pour les enseignants qui peuvent y gagner en bien-être professionnel. D'ailleurs, j'en suis particulièrement convaincue. Et donc, je pourrais maintenant commencer avec cette petite introduction-là par l'intérêt d'une approche par les neurosciences. Donc, tout d'abord, que sont les neurosciences? Donc, les neurosciences, c'est l'ensemble des sciences qui permettent d'étudier le fonctionnement du cerveau et de son développement. Et je dis bien l'ensemble des sciences puisqu'il s'agit véritablement d'une approche transdisciplinaire qui va de la biologie à la chimie, à l'activité électrique du cerveau, etc. Et puis, il faut savoir aussi que le cerveau, il ne s'étudie pas seulement en fonction de l'ensemble de ces disciplines-là qui se répondent entre elles, mais aussi selon des échelles. C'est-à-dire qu'on va partir du neurone, mais également par la suite des lobes, de la matière grise, de la matière blanche. Donc, c'est vraiment, euh, les neurosciences, c'est vraiment quelque chose d'assez complet pour pouvoir aborder ce que peut permettre le cerveau humain, et notamment dans les apprentissages, l'acquisition d'une nouvelle langue, etc. Alors, ce domaine-là, il a connu un très grand essor grâce à l'imagerie cérébrale, donc l'IRM. Donc, l'IRM est apparu à partir de 1976, au début des années 1980, qu'on utilise. Et grâce à l'activation de certaines zones du cerveau, lorsque l'on demande à des personnes de faire certaines activités en les passant dans la machine, eh bien, on arrive à déduire comment le cerveau peut fonctionner. Mais comme vous le voyez, l'IRM est apparu vraiment au début des années 1980, donc nous sommes en 2024, ce n'est pas si vieux que ça, donc les recherches continuent encore dans ce domaine-là. Alors, grâce à l'ensemble de ces connaissances-là, eh bien, on peut sortir des approximations que l'on a vis-à-vis du fonctionnement cérébral. On peut mettre fin aux a priori sur nos manières d'apprendre parce que généralement, on se base sur son expérience, on observe un peu et on se forge un peu des idées reçues sur ce fonctionnement-là. Et cette approche-là par les neurosciences permet de mettre fin à cela et d'avoir beaucoup plus de certitude. Et cela permet de développer, sur la base de ces connaissances, des stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces et pertinentes pour nos élèves lorsqu'on met en place des modules, des cours, par exemple. Et grâce à cela encore, on peut trouver des clés de remédiation, non seulement pour les élèves plurilingues, mais aussi pour les autres élèves à besoins particuliers et de manière générale pour tous les élèves en classe ordinaire. Alors, on a des clés de remédiation, mais aussi, surtout, de la compréhension vis-à-vis de la manière dont on peut pouvoir commencer à apprendre certaines choses. Mais les neurosciences ne sont pas la seule entrée que l'on peut utiliser pour pouvoir aborder l'élève. Cela va venir en fait s'intégrer à un écosystème, ou en tous les cas à une approche qui va être transdisciplinaire, qui va surtout se nourrir les unes des autres. Donc on utilise pour pouvoir aborder les élèves la psychologie, la sociologie, la didactique, philosophie, l'anthropologie, etc. Et les neurosciences vont venir comme un regard supplémentaire, complémentaire, pour pouvoir vraiment s'adapter et répondre aux besoins de nos élèves. Alors, juste pour résumer cette petite partie-là, on a une meilleure compréhension du cerveau et de son fonctionnement permet de mieux savoir comment on apprend, d'aider les enseignants à développer des stratégies pour favoriser l'entrée dans les apprentissages. Et c'est grâce à cela justement qu'on peut gagner, nous, enseignants, en bien-être professionnel. Et puis, ce sont des sciences vivantes, les neurosciences, qui continuent à s'enrichir et qui viennent compléter la panoplie des actions possibles auprès des élèves.
Alors maintenant que j'ai terminé un peu ce propos introductif et j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt des neurosciences pour pouvoir aborder le plurilinguisme, eh bien, on va voir un peu qu'est-ce qu'on en dit véritablement. Alors, je vais commencer par une question. Est-ce que vous pensez que le bilinguisme freine le développement des capacités langagières de l'enfant? Alors, vous pouvez répondre rapidement sur le chat et je demanderai du coup à Isabelle de me dire à peu près les réponses parce que la diapositive prend tout mon écran. Alors, Isabelle, est-ce qu'il y a des réponses? La réponse, c'est majoritairement non. Non. D'accord. Alors, merci. Donc, non, et il faut un peu entrer dans les détails pour comprendre pourquoi cela ne freine pas. Alors souvent, et je vais retrouver des personnes qui me disent, bah oui, si on apprend deux langues, on va moins bien apprendre une autre langue, ça freine un petit peu les capacités. Et c'est un neuromythe d'ailleurs. Et on va tout de suite comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, il y a une différence entre l'oral et l'écrit. L'oral est chez nous, êtres humains, inné, tandis que l'écrit, c'est un acquis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura une transformation, une modification de notre cerveau qui va nous permettre de passer de la reconnaissance des objets à la reconnaissance des lettres. Voilà. Donc cela signifie en fait que nous naissons des bébés avec tout ce qu'il faut pour pouvoir parler, même si on n'utilise pas encore les mots de la langue. Alors, pour acquérir une première langue, Christophe Pallier, qui est chercheur au CNRS, évoque une période critique. Et je vais reprendre sa définition. La période critique, c'est une fenêtre temporelle pendant laquelle le cerveau est particulièrement réceptif à certains stimuli de l'environnement pour pouvoir apprendre. Alors, ce qu'il estime, lui, c'est que cette période critique pour pouvoir acquérir une toute première langue, eh bien, elle atteint jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas qu'à l'âge de 10 ans, il y a une petite sonnette qui dit, une alarme qui dit, bon là, c'est trop tard, tu ne peux plus du tout apprendre quelque chose. C'est juste qu'en moyenne, selon des différences quand même interindividuelles, à partir de cet âge-là, eh bien, il est très difficile, voire impossible dans certains cas, de pouvoir acquérir cette première langue. Et ce qu'il dit surtout, c'est que plus on apprend tard, plus c'est difficile. Oui. Non, c'est une erreur de micro. Je l'ai coupé. Ah d'accord, ok. Donc plus on apprend tard, plus c'est difficile. Et ce n'est pas tant le nombre d'années qui compte pour pouvoir acquérir cette première langue, c'est l'âge de départ. Alors entendez-moi bien, quand je dis le nombre d'années, oui, ça va compter pour envisager comment l'individu va parfaire ses connaissances, la qualité de son langage. Mais ce qui compte avant tout, c'est à quel âge débute cet apprentissage, cette acquisition langagière. Il faut essayer d'y être exposé assez tôt. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également sur le cerveau, c'est que dès la naissance, il est ouvert à l'ensemble des langues, c'est-à-dire que nous sommes conçus pour pouvoir entendre toutes les variations qui sont présentes dans toutes les langues du monde. Voilà. Cependant, petit à petit, il va avoir une spécialisation, donc en bas âge, pour la langue maternelle. Et donc, du coup, que se passe-t-il pour les élèves qui apprennent d'autres langues? Il y a ce fameux chiffre 7. Certains chercheurs, en fait, ils ont pu montrer que à partir de l'âge de 7 ans, commence à se décliner un peu la capacité à pouvoir acquérir une toute nouvelle langue. Alors, comme pour l'âge de 10 ans, bien évidemment, il n'y a pas d'alarme dans notre cerveau qui disent qu'à 7 ans, c'est foutu, on ne peut plus du tout apprendre une langue étrangère. Non, ça décline petit à petit, mais on reste très performant lorsqu'on est enfant par rapport à lorsqu'on est adulte
ou une personne âgée par la suite. Donc, et cela s'explique très bien par un principe qui est la neuroplasticité et que j'aborderai tout à l'heure avec vous. Alors, à ce moment-là, à cet âge-là, donc 7 ans, et avant cet âge-là, c'est le moment idéal pour pouvoir apprendre une nouvelle langue. Et des chercheurs, et notamment les études menées par Christophe Panier, montrent que plus le cortex auditif est gros, donc c'est une zone qui se trouve dans le cerveau, plus on est apte à apprendre une langue étrangère. Et que chez les élèves qui sont bilingues, et notamment ceux qui sont bilingues précoces, donc dès l'enfance, eh bien ce cortex auditif-là est beaucoup plus volumineux. Alors, on ne sait pas, on n'explique pas le fait, est-ce qu'on est déjà avec un cortex beaucoup plus volumineux ou pas. Ça, on ne l'explique pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cette masse-là peut grandir avec certains entraînements, notamment lorsque on s'entraîne énormément à la musique depuis l'enfance. À l'âge adulte, on voit bien qu'il y a une variation de la masse de ce cortex auditif. De la même manière, en fait, chez les élèves bilingues, étant donné qu'ils s'entraînent à parler plusieurs langues dès l'enfance, eh bien, ce cortex auditif-là va être beaucoup plus volumineux. Et donc, plus le niveau de maîtrise d'une seconde langue s'améliore, plus on a pu voir que les zones d'activation du cerveau deviennent similaires à la première langue maîtrisée. C'est-à-dire en fait que pour parler notre langue maternelle, on va activer certaines zones de notre cerveau. Et lorsqu'on devient de plus en plus expert dans une autre langue, eh bien, les zones de ce cerveau, ces zones-là vont être similaires. Alors, bien évidemment, on n'a pas toutes les informations parce que lorsqu'on fait passer des élèves, des adultes qui sont bilingues, précoces ou tardifs, la résolution des scanners de l'IRM eh bien, se fait à un niveau macroscopique, donc c'est-à-dire en fait ne permet pas de bien mesurer qu'est-ce qui vraiment va déclencher cela. Est-ce que c'est parce que la personne arrive véritablement à manifester et à exciter des zones qui permettent de parler une autre langue, ou est-ce que le contrôle inhibitoire, c'est-à-dire la capacité à résister à la langue maternelle pour pouvoir pleinement se baser sur la langue étrangère que l'on apprend, eh bien, va être assez fort pour pouvoir faire ce switch-là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr en ce qui concerne les élèves bilingues, c'est que la qualité de l'interaction va être très, très importante. Alors, pour pouvoir mieux comprendre ce que je disais à propos du cerveau, je vous ai mis ici un croquis. Donc là, on voit bien en fait en zone 1A le cortex visuel qui permet de décrypter un texte. En 1B, le cortex auditif qui permet de décrypter un son. La signification des mots prononcés et lus est analysée dans l'aire de Wernicke. Wernicke, c'est un psychologue qui a découvert cette aire-là par ses recherches. Idem pour l'aire de Broca qui permet la production du son. Et l'aire motrice permet la production du son et l'articulation du mot. Et en fait, on va voir que dans le cerveau, il y a l'activation de l'ensemble de ces zones-là, pas toujours au même moment, et qui va permettre de pouvoir apprendre une nouvelle langue, en tous les cas, pouvoir produire et comprendre une nouvelle langue. Johanna, je m'excuse. Pourriez-vous Oui. masquer la barre blanche qui est en bas, s'il vous plaît, en bas de l'écran? Oui, super. Ouais, alors, merci du retour. Je la masque. C'est mieux? Oui. Alors, Pour ma part, ça va. Merci, Johanna. Ok, parfait. Donc, je poursuis. Donc, comme je vous disais, la qualité de l'interaction va être très importante aussi pour pouvoir acquérir une toute nouvelle langue. Il y a une expérience qui a été faite avec de jeunes enfants. On leur a fait apprendre du mandarin et on a confronté différentes méthodes. Alors, il y avait une méthode avec un locuteur natif
qui entrent en interaction avec l'examinant. Une autre méthode c'est un programme éducatif télévisé qui crée de l'interaction. Et enfin, la toute dernière méthode, c'est un programme télévisé éducatif, mais sans interaction. Et ce qu'on a pu en fait montrer, c'est que lorsqu'on est avec un locuteur natif, qu'il y ait de l'interaction avec ce locuteur natif-là, eh bien, on apprend mieux une nouvelle langue. Alors, et si on va un peu plus loin sur les recherches de Lev Vygotsky, donc, qui est un psychologue pédagogue russe au début du XXe siècle, eh bien, on voit en fait que c'est l'apprentissage par pair et c'est la qualité de l'interaction, le fait de pouvoir se questionner avec quelqu'un d'autre, de pouvoir discuter, d'entrer dans cette communication-là, qui va véritablement permettre et donner une qualité aux apprentissages. Et un autre chercheur qui est psychiatre et psychanalyste, à savoir Bowlby, montre que si on le fait, si on établit ces interactions-là avec une figure d'attachement, par exemple un parent, eh bien, on va en avoir davantage de résultats. Donc là, c'est un peu, j'allais dire, le résumé un peu l'état de la science à l'heure actuelle sur comment on entre, et notamment les plurilingues, entrent dans l'acquisition du langage. Et donc, cette acquisition-là est conditionnée donc, pour diverses raisons. Donc, on a vu en fonction des âges, donc comment on entre déjà dans la première langue, puis dans la seconde langue. Si on le fait le plus tôt que possible, c'est mieux. Cela dépend également du taux d'exposition. Si, par exemple, on n'est pas dans un bas langagier dès l'enfance, on va développer moins de langage interne, c'est-à-dire l'ensemble de ce langage qui nous permet de penser et d'avoir conscience des choses. Et à côté de cela va avoir un impact sur l'équilibre entre les pratiques langagières. C'est-à-dire que si on a un fort taux d'exposition vis-à-vis d'une langue étrangère, eh bien, on va améliorer la pratique langagière. Mais s'il y a un moins grand taux d'exposition, eh bien, à ce moment-là, il y aura moins d'avancées. Donc, l'acquisition en fait, des langues, du point de vue des neurosciences, va être dépendante d'énormément de facteurs. Et parmi ces facteurs-là, nous avons les émotions et les biais cognitifs. Donc, notre représentation des langues et l'investissement émotionnel que nous y avons, en fait, sont également des facteurs qui impactent l'apprentissage. Et pour bien comprendre cela, je vais évoquer en fait des travaux qui sont menés par Anna et Antonio Damasio. Alors, ils ont pu montrer, donc ce sont des psychologues, neurologues, neurobiologistes qui ont travaillé beaucoup à partir des IRM et des cas en fait de personnes avec des troubles cognitifs et ils se sont plutôt interrogés sur la question des langues. Eh ben, ils ont pu se rendre compte qu'il y a une complémentarité entre raison et émotion. C'est-à-dire que les émotions disent notre capacité à pouvoir nous adapter dans un environnement. Si, par exemple, j'ai face à moi un mammouth, même s'il n'existe plus, mais prenons ce cas-là, si j'ai face à moi un mammouth, je vais avoir un sentiment de peur assez fort, ressentir du stress qui est ce biais-là, et grâce à cela, en fait, il y aura des réactions physiques immédiates, à savoir une respiration qui va augmenter pour me permettre d'oxygéner davantage mon corps, oxygène qui va être essentiel pour pouvoir mobiliser mes muscles et afin de fuir. Voilà. Donc, les émotions et par la suite la modification des fois des représentations que nous pouvons avoir, à savoir les biais cognitifs, eh bien, sont essentiels et sont employés avec la raison. Ils sont tellement employés avec la raison qu'un autre chercheur qui s'appelle Daniel Goleman, qui est psychologue également, a pu montrer que
des fois, les émotions font ce que l'on appelle des coups d'état émotionnels, c'est-à-dire qui prennent le pas sur tout et qui vont mettre un peu la raison de côté et qui ne vont plus nous permettre d'avoir assez fortement de lucidité. Et c'est ce que derrière, en fait, Amos Tversky et Daniel Kahneman vont également identifier comme des biais cognitifs avec des impacts certains sur nos prises de décision. Alors, sur nos prises de décision, en fait, sur tous les domaines. Alors, c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des émotions, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des biais cognitifs, mais pouvoir décrypter cela et connaître à peu près les mécanismes qui nous poussent à faire des choix et pas d'autres, d'être motivés ou pas, parce que effectivement, cela a un impact sur la motivation et notamment la motivation à rentrer dans une langue et va être déterminante aussi et va être l'un des facteurs pour pouvoir entrer dans une langue étrangère, pour pouvoir entrer dans ce bilinguisme, pour pouvoir entrer dans le plurilinguisme. Et je voudrais en fait vous prendre un exemple concret, à savoir la situation de plurilinguisme et de multilinguisme à Saint-Martin. Donc, c'est là où j'enseigne à l'heure actuelle. Alors, Saint-Martin, sur la partie française, est dans un contexte multilingue, c'est-à-dire que plusieurs langues sont parlées au quotidien, que ce soit dans les administrations, dans les entreprises, enfin partout. Donc plus précisément, l'anglais, l'espagnol, le créole haïtien, etc. Et la plupart des élèves que j'ai sont aussi en situation de plurilinguisme, c'est-à-dire qui maîtrisent plusieurs langues. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer chez ces élèves-là? C'est que ces élèves sont dans un système éducatif français depuis petit. Donc, ils sont confrontés à la langue française. Mais c'est peut-être en fait l'école est presque le seul lieu dans lequel ils vont entendre du français. Donc, déjà, l'usage du français n'est pas si pertinent que cela pour eux, puisqu'ils peuvent évoluer dans leur environnement social, dans leur environnement familial, etc., sans avoir à utiliser véritablement le français, puisque les traductions sont largement vulgarisées et puisque les autres locuteurs de l'île maîtrisent les autres langues également. À cela, en fait, va se rajouter d'autres biens et qui sont liés à la manière de se représenter la langue française. Étant donné le français vient se surajouter à une langue qui dit déjà leur identité, à savoir l'anglais saint-martinois ou l'espagnol ou le créole, il y a une sorte de conflit entre les langues. Parce que quelque part, les élèves ne veulent pas se retirer ce qui constitue pour eux un peu leur langue d'identité, leur langue culturelle, quelque chose qui est particulièrement ancré chez eux, et de le mettre de côté pour pouvoir entrer pleinement dans la langue d'examen de l'éducation nationale, qui est le français. Donc, il y a un conflit entre ces langues-là, et ce conflit-là va se matérialiser par un rejet, des fois, du français. Surtout que finalement, le fait de manquer et de ne pas forcément maîtriser cette langue-là sur plusieurs années va créer un autre biais, à savoir le biais de l'impuissance apprise, c'est-à-dire que je ne peux rien y faire, je ne maîtrise pas et ça ne pourra pas changer. Eh bien, cette impuissance apprise qui s'installe petit à petit va transformer la langue française un peu comme un mauvais objet. C'est-à-dire que c'est une langue qui me met en difficulté, qui me met en échec scolaire et je ne veux pas du tout entrer dedans. Donc, c'est pour ça, en fait, que je voulais vous présenter cet exemple-là, parce qu'il signifie bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de biologie du cerveau, de plasticité du cerveau, il y a également la question de la motivation, des émotions, des biais cognitifs qui entrent en ligne de compte dans l'acquisition d'une nouvelle langue. Alors, les recherches sur le plurilinguisme au niveau des neurosciences sont toujours en cours. Mais ce qu'on a pu quand même à peu près prouver, et vous voyez, j'utilise pas mal de termes modalisateurs et de conditionnels, c'est qu'il semblerait cependant que l'acquisition précoce et simultanée de deux langues développe à terme
certaines capacités cognitives, notamment des fonctions exécutives. Alors, si on veut comprendre un peu les fonctions exécutives, il faut se dire que c'est l'ensemble des fonctions de notre cerveau qui nous permettent de réaliser une tâche ou du moins résoudre un problème. Donc, on a besoin de l'attention, on a besoin d'un espace de gestion des informations, à savoir la mémoire de travail, on a besoin de faire preuve de flexibilité mentale pour passer d'une langue à une autre, d'une manière de réfléchir le monde par une langue par une autre. On a besoin de capacités inhibitoires, c'est-à-dire le fait de pouvoir résister et pour pouvoir faire ce switch-là, etc., etc. Et donc, il semble en fait que les élèves qui sont bilingues, plurilingues, développent davantage ces fonctions exécutives-là. Et là encore, j'utilise des verbes modalisateurs et du conditionnel parce que les recherches sont encore en cours dans ce domaine-là. Voilà. Alors, pour résumer cette partie, du point de vue des neurosciences, le développement du langage s'analyse selon différents facteurs. L'oral, l'écrit, l'âge, la qualité des interactions, le taux d'exposition, etc. Et sur la question du plurilinguisme, il faut se défaire des neuromythes. On peut apprendre plusieurs langues, mais il faut veiller aux conditions d'apprentissage qui reposent également sur des éléments émotionnels. Et le bilinguisme, comme le plurilinguisme, semble favoriser le développement des fonctions exécutives, mais des recherches sont encore en cours sur ce sujet. Alors maintenant, je voudrais vous proposer quelques stratégies pour pouvoir accompagner les élèves plurilingues. Tout d'abord, je vous conseille de faire connaître ce processus aux élèves plurilingues. Comment le langage, comment le cerveau fait pour pouvoir acquérir une nouvelle langue. Qu'est-ce qui est important de mettre en place? Et tout cela, en fait, on peut le proposer par des séances de type Coniclass. Alors, sur le site de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives, vous pouvez retrouver un certain nombre d'outils et de l'accompagnement aussi pour pouvoir mettre en place des séances de type Coniclass. Il s'agit véritablement d'ateliers où on va expliquer et faire apprendre le fonctionnement du cerveau dans certains types d'apprentissage. Et par la suite aussi former l'ensemble des enseignants pour qu'ils aient des pratiques communes qui fassent sens vis-à-vis de cette manière de fonctionner. Et il y a, selon ma dernière discussion avec l'association, une proposition de formation également pour les parents. Autre outil possible, c'est le projet La Neuro pour tous, qui est un peu différent des Coniclass parce que là, on va mobiliser vraiment de la remédiation pédagogique de l'école de type inclusif, de sorte à pouvoir répondre aux besoins particuliers, puisque on voit bien que nos élèves ne sont pas seulement plurilingues, ils ont d'autres types de besoins dans les apprentissages, et combiner en fait ces différentes actions-là permet de répondre davantage à cela. Mais en tous les cas, aborder par des ateliers l'ensemble de ces processus permet de normaliser en fait l'expérience qu'ils vivent et les émotions qui sont liées à cela. Et ça permet aussi aux élèves d'être rassurés et ça contribue à une meilleure connaissance de soi dans les apprentissages, d'avancer sur ces stratégies-là et donc du coup de nourrir leur sentiment d'auto-efficacité. Et grâce à ça, en fait, ils pourront prendre en main plus directement en fait ce qu'ils font et la manière dont ils entrent dans les langues. Donc voilà. Alors, autre possibilité aussi, c'est de s'appuyer sur le principe de la neuroplasticité. Et pour vous expliquer très simplement cela, parce que c'est quand même un vaste sujet, j'utilise deux images, tout comme les scientifiques aussi, l'image du chemin tracé en forêt. Alors, sur l'image que nous avons ici à droite, on voit en fait un tracé qui est un peu mal fait avec l'herbe qui repousse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de passage, de réactivation de ce chemin-là pour qu'il puisse rester aussi net que sur l'image de gauche, comme on le voit. Eh bien, pour nos neurones, cela se passe à peu près de cette manière-là.
C'est-à-dire que si on active nos neurones, donc dès qu'on apprend quelque chose, on a des connexions neuronales qui s'établissent et des neurones qui se créent. Si on active en fait les neurones liés à un apprentissage, ils se renforcent ensemble. C'est-à-dire que je reviens à l'image de tout à l'heure, ils seront bien présents et on verra mieux le tracer, on pourra mieux réactiver ces apprentissages-là. Par contre, si on ne les active pas ensemble, ils s'amenuisent, ils se perdent. C'est l'effet de l'oubli. Et cela, en fait, permet de modifier en fait, le cerveau comme du plastique. Alors, pourquoi du plastique? Parce qu'on voudrait faire la différence avec ce qui est élastique. C'est-à-dire qu'un élastique, lorsqu'on le détend, il revient à sa place. Tandis que lorsqu'on a du plastique, lorsqu'on le modifie, il ne va pas revenir comme il était auparavant. Et donc, le cerveau se modifie selon cette caractéristique-là. Il ne revient pas comme il était auparavant. Cependant, si on n'active pas les neurones impliqués dans un apprentissage, eh bien, on a l'effet d'oubli. Alors, un outil que vous pouvez utiliser, ce sont les tests de type QCM. Et il y a un outil plus particulier, à savoir Cuisinière. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que finalement, si on s'appuie sur le principe de la neuroplasticité, il faudrait répéter plusieurs fois, avoir un feedback immédiat pour éviter le renforcement des erreurs et favoriser du coup la mémorisation des bonnes stratégies. Et le test va être primordial. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de vérifier si on a bien connecté les éléments ensemble et va permettre de renforcer ce qui a été mémorisé. Donc, je vous encourage vivement à aller sur Cuisinière et si on a un petit peu de temps tout à l'heure, ben, je vous montrerai à peu près comment cela peut fonctionner. Alors, donc, comme je le disais, on peut du coup s'appuyer sur le principe de la mémorisation. Et donc, en réactivant plusieurs fois, donc en apprenant plusieurs fois, mais dans différents contextes aussi, pour être sûr qu'on ne soit pas sur de la performance, mais plutôt de la compétence. Différents contextes, à différents moments, et étalés sur le temps, surtout, puisque si on compare la méthode qui consiste à faire du bachotage et la réactivation dans le temps, on se remarque que le bachotage, par la suite, on oublie assez rapidement. Tandis que si on réactive plusieurs fois dans le temps, là, on va garder mieux en mémoire ce qui a été appris. Et il y a des outils, en fait, qui peuvent être utilisés, notamment des flashcards. Donc, vous pouvez les faire de manière manuelle, c'est-à-dire avec une feuille un peu cartonnée, pas du tout transparente, une question ou la notion d'un côté et la réponse de l'autre côté. Mais vous pouvez également créer des flashcards de manière numérique avec des outils comme DigiFlashcard, Anki ou Quizlet. Et l'avantage, notamment d'Anki, c'est qu'il y a des petits rappels en mémoire, c'est-à-dire, ça fait un petit peu longtemps que tu n'es pas retourné à tes flashcards, il faudrait y revenir. Avec l'outil DigiFlashcard, là, on a la possibilité de créer des jeux pour rendre l'apprentissage beaucoup plus interactif. Il faut également veiller à éviter la surcharge cognitive. Et à ce propos-là, donc cela va vous demander en fait d'aménager vos activités pour ne pas sursolliciter la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, en fait, c'est un peu l'espace de gestion des informations. Et donc, on ne peut pas y retourner énormément d'éléments. Et à ce moment-là, si on multiplie les activités, on risque d'avoir une déperdition de la qualité. Donc, c'est pour cela, en fait, qu'il vaut mieux aménager les activités pour ne pas la sursolliciter. Donc, ça va vous demander de faire des adaptations et des fois d'automatiser certains apprentissages, c'est-à-dire répéter tellement de fois qu'on n'a plus besoin de la même énergie cognitive pour pouvoir la réaliser. Autre stratégie possible, c'est de développer ce que l'on appelle un état d'esprit dynamique ou un état d'esprit de croissance. Ce sont des choses en fait qui ont été notamment développées par une chercheuse de psychologue qui s'appelle Carol Dweck.
et donc qui demande de travailler la posture et le discours de l'enseignant. C'est-à-dire que si un enseignant croit à l'éducabilité de ses élèves, croit qu'il peut avancer, eh bien, il y a forcément des retombées sur ce que pourraient produire derrière les élèves, d'une part. D'autre part, si les élèves ils ont conscience et ils connaissent les processus, un peu plus les processus cognitifs, notamment celui de l'acquisition du langage ou celui de la neuroplasticité, qui fait que si on revient, on réactive encore et encore en espaçant dans le temps des notions qui ont été vues, et bien qu'on peut progresser dans cela, et bien là encore, on a des gains au niveau de ce que pourraient faire par la suite les élèves. Mais par contre, Steve Masson, il interpelle quand même sur le fait que oui, il y a des résultats grâce à cela, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et donc, une réussite ne tient pas seulement du fait qu'on puisse croire à ce que les scientifiques ont pu prouver à propos de la neuroplasticité, à savoir qu'on peut s'améliorer en réactivant ce qu'on a pu déjà apprendre. Alors, voilà. On peut également accompagner la déconstruction des baies cognitives et pourquoi pas le travailler à partir d'une vidéo. Donc, je vous en ai proposé une. C'est une expérience américaine qui a eu lieu dans une classe. Donc, une partie de la classe a eu deux anagrammes très faciles à réaliser et une autre partie de la classe, deux anagrammes très difficiles à faire, enfin impossibles même à réaliser. Et le troisième anagramme à effectuer était le même pour tout le monde. Et donc, cette expérience-là a montré que à partir de deux échecs seulement, donc pour ceux qui ont eu les anagrammes impossibles à effectuer, ils ont quelque part perdu leur motivation ou développé un biais qui s'appelle l'impuissance apprise, à savoir qu'ils ne peuvent plus avoir prise sur leur environnement et qu'ils se sentent incapables de pouvoir faire des choses et qui les empêche quelque part à réaliser le troisième anagramme qui était facile pour tout le monde. Donc, c'est pour dire que si on accompagne cette compréhension du bien, de comment il s'installe, de comment on le décompose, comment on le détricote un petit peu pour faire en sorte de montrer qu'il y a quelque part un décalage par rapport à ce qui se passe réellement et des capacités réelles de l'enfant, et bien là, on peut aider aussi nos élèves plurilingues à avancer sur une question accompagner les émotions aussi. C'est une autre stratégie que l'on peut mettre en place. Et pour ça, en fait, demander d'agir sur la posture et le discours de l'enseignant et surtout de faire preuve d'une vraie empathie. Alors, pourquoi je dis vraie empathie? Parce que souvent, on confond l'empathie avec ce qu'on appelle plutôt de la contagion émotionnelle. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on définit l'empathie, on se dit que c'est la capacité à pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Cependant, physiquement, c'est impossible de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, ce que l'on fait plutôt, c'est qu'on se représente ce que pourrait penser et ce que pourrait vivre l'autre personne. On s'en fait sien en l'appliquant à soi-même et on a l'impression d'être à la place de l'autre. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se crée des biais, on se crée en fait des erreurs, tout simplement, et qui ne correspondent pas à la réalité des émotions de l'autre. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'on parle de contagion émotionnelle. Donc, ce qui est en fait important, c'est plutôt entrer dans ce qu'on appelle une résonance cognitive, c'est-à-dire une compréhension par des faits et de manière un peu plus objective de ce que pourrait éventuellement vivre l'autre, mais pas du tout se mettre à la place de l'autre. Et donc, en créant en fait et en imposant cette altérité, à savoir que l'autre individu a ses émotions et moi j'ai mes propres émotions, et donc en créant ce décalage-là, eh bien, on peut mieux accompagner les émotions de nos propres élèves et notamment celles qui sont induites par les représentations qu'ils ont de l'usage de différentes langues.
Donc voilà, puisque là, on sera beaucoup plus solide, on aura beaucoup plus d'éléments objectifs, observables, pour pouvoir les aider. Donc, si je fais un petit bilan final, et c'est vrai que je n'ai pas du tout regardé ma montre, et peut-être que ça accordera un peu plus de temps pour les questions. Si on fait un petit bilan final de tout ça, c'est que l'intérêt des neurosciences vient de la qualité des données produites qui peuvent être adaptées aux apprentissages. Et c'est ce qu'on appelle la neuroéducation. C'est-à-dire, en fait, qu'on a des données qui sont certaines, qui ont été éprouvées avec des protocoles sérieux et qui nous permettent d'avoir un peu une ligne directrice. Par contre, il est vrai qu'on doit revenir plusieurs fois dessus parce que cette science est toujours en marche et on continue les recherches et on découvre encore davantage de choses qui précisent davantage le regard que l'on a sur les apprentissages et notamment sur l'acquisition de nouvelles langues, les situations de plurilinguisme. L'éclairage des neurosciences sur les situations de plurilinguisme, parce que j'insiste dessus parce qu'il y en a énormément, prend en compte comment les conditions d'apprentissage influent sur la qualité de cette acquisition-là. Et enfin, les stratégies issues des neurosciences reposent sur le fonctionnement des fonctions cognitives et exécutives. Voilà en fait un peu mon propos sur les neurosciences. Alors, je serais ravie en fait d'approfondir certains éléments parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais voici l'ensemble. Merci beaucoup, Johanna. Merci. Alors, je pense que tu vas pouvoir justement reprendre quelques éléments Quelques parce que éléments. nous avons des Beaucoup questions de questions. dans le chat. Ok. Et Ouais. notamment, évidemment, sur ce qui nous taraude, nous enseignants, c'est-à-dire les stratégies pédagogiques en classe. Comprendre la théorie, mais en vue de pratiques favorables. Alors, on a une première question qui concerne l'outil numéro 5. Peut-être que tu peux revenir sur l'outil numéro 5. Parce Alors, que, euh, vas-y, je te laisse revenir sur l'outil numéro 5. ok. Donc, du coup, je repartage l'écran. Hop. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, pour l'instant, on voit la slide où il est indiqué recommandation. Oui, parce qu'il y a quelques petites recommandations, une petite bibliographie, mais je voulais répondre d'abord un peu aux questions avant, comme ça. Donc, ça, c'est l'unité C'est le 7, 7, 6 6. et hop, 6 toujours. Et nous sommes au 5 à partir de... Voilà. Ok. C'est mieux? Oui. Ok. Donc, sur l'outil numéro 5, Sylvie, dans le chat, ne demande si finalement éviter la surcharge cognitive, ça n'est pas valable pour tout apprenant. Et elle demande la spécificité du cas plurilingue par rapport à la surcharge cognitive. Est-ce que quand on est en situation de plurilinguisme, finalement, il y aurait davantage de surcharge cognitive? Est-ce que tu peux nous éclairer? Alors j'espère, Sylvie, que je résume correctement la question. Peut-être que si vous êtes là, vous pouvez vous-même poser votre question à Johanna. Alors, Je ne sais pas si Sylvie nous entend. mais elle nous rejoint enfin, dès qu'elle le souhaite. Et donc, sur l'outil numéro 5, effectivement, cette stratégie-là, en fait, elle est valable pour l'ensemble des apprenants, pour tout le monde. Voilà. Par contre, la particularité sur le plurilinguisme, c'est qu'il y a quelque part le fait de devoir faire de la résistance, c'est-à-dire le passage d'une langue à une autre pour certains, ça va demander de faire de la résistance, mais des fois, ce n'est pas encore bien maîtrisé et ça va venir surcharger en fait la mémoire de travail.
Et donc, du coup, on a en fait cette espèce de concurrence des deux langues qui vont s'installer, en plus de tout ce qui est pensé pour pouvoir établir la traduction, rendre intelligible ce que l'on est en train de dire, etc., etc. Donc là, la mémoire de travail, en fait, pour les élèves plurilingues, mais bien évidemment, il y a des différences interindividuelles. Tout dépend, en fait, s'ils sont dans un plurilinguisme précoce, donc c'est-à-dire si des choses ont déjà été automatisées dès le plus jeune âge, ou s'ils sont plurilingues tardifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'automatisation et donc du coup davantage de surcharge. Tout dépend donc de la situation de l'élève. Mais en tous les cas, oui, la mémoire de travail va être particulièrement sollicitée chez bon nombre de nos élèves plurilingues. Je, je me demandais, Johanna, mais tu me dis évidemment si je fais erreur, si finalement chez les élèves plurilingues, il n'y avait pas un effort d'inhibition permanente dans le passage d'une langue à l'autre, ce qui évidemment va aller accroître l'empamnésique de la mémoire de travail. Est-ce que les élèves consciemment inhibent une des langues pour aller pratiquer et manipuler l'autre? Oui. Alors, justement, le passage d'une langue à une autre dit bien qu'il y a inhibition quelque part. Mais après, le switch, c'est-à-dire ce passage-là, va se faire tellement fréquemment que quelque part, il va automatiser cette capacité-là et donc renforcer ce contrôle inhibitoire, donc renforcer la capacité à pouvoir résister et à pouvoir avoir une flexibilité suffisante pour passer d'une langue à une autre. Et là encore, bah, tout dépend de là où on en est vis-à-vis de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Si cela se fait très tôt et s'il y a beaucoup d'automatisation qui sont faites, eh bien, ça se fait facilement et ça va demander moins d'efforts. Tandis que si il n'y a pas encore une automatisation assez forte et que du coup, on est toujours dans la phase d'apprentissage de cette nouvelle langue-là, eh bien là, on aura davantage d'efforts cognitifs qui seront demandés pour les élèves. Donc en fait, il s'agit de pouvoir les situer à peu près. Je sais que ce n'est pas évident parce que nous avons énormément en fait, d'élèves dans une... Je dis énormément. En tout cas, on a plusieurs élèves dans une classe. Et donc, ça demande à avoir de la vigilance, ça demande à avoir, à connaître davantage le profil, donc du coup, à observer l'ensemble de ces élèves-là. Mais grâce en fait aux stratégies de la remédiation pédagogique de l'école de type inclusif, par exemple, on peut améliorer nos observations, voir à peu près où en sont les élèves et proposer par le biais d'une différenciation pédagogique les adaptations les plus pertinentes pour nos élèves. Merci Johanna pour ta réponse. Mhm. Est-ce que tu peux répéter la bonne posture à adapter concernant l'empathie? On a une question de Mathéo sur l'outil 8. Oui. Et il aimerait bien que tu puisses repréciser finalement ce que tu entends par la vraie empathie. Oui. Alors, donc, ce que je disais sur la vraie empathie, c'est qu'il faut la distinguer de ce que l'on appelle la contagion émotionnelle. Donc, dans l'empathie, on dit, on déclare se mettre à la place de l'autre, ce qui est impossible physiquement. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'on déclare se mettre à la place de l'autre, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on se représente les émotions de l'autre, on se les fait siens, c'est-à-dire qu'on les adapte à soi avec nos propres expériences, avec notre propre vécu, etc. Et donc, du coup, on crée quelque chose qui est forcément différent de ce que ressentent véritablement les personnes que l'on interroge sur leurs émotions. Et donc, c'est pour cela, en fait, que je parle de contagion émotionnelle. Et pour donner un exemple un peu plus précis, je dirais que par exemple, on voit un élève qui est particulièrement triste parce qu'il lui est arrivé quelque chose de particulièrement grave.
Et donc, cet élève nous explique, on se dit, bon, bah, oui, je comprends, je me mets à ta place, voilà, c'est pas du tout évident. Et puis, on commence soi-même à ressentir un peu de tristesse par rapport à cela, et ça déforme un peu notre représentation des choses. Et cette déformation-là ne va pas nous permettre de bien d'accompagner l'élève et d'exercer une vraie empathie, c'est-à-dire rester dans une compréhension, une résonance cognitive, si on peut dire comme ça, avec ce que pourrait ressentir l'autre personne véritablement et de pouvoir mieux l'accompagner dans ça. Et pour aller un peu plus loin, c'est que, par exemple, si un élève sent qu'on est dans la contagion émotionnelle, il pourrait se dire, bon, ben, je ressens ça, cela crée telle réaction chez mon enseignant, eh bien, peut-être que cet enseignant-là n'est pas assez cadrant, ou en tout cas n'est pas un cadre assez rassurant pour que je puisse poursuivre cette conversation-là et pour recevoir son accompagnement. Et de la même, dans une autre mesure, un élève peut aussi se dire, bon, ben, quand je parle de cette manière-là, ça a tel impact sur l'enseignant, ben, laissez-moi voir comment je peux influer un peu les réactions de mon enseignant. Et donc, sortir de la contagion émotionnelle permet donc de trouver donc cette vraie empathie-là et d'avoir une distance suffisante pour pouvoir accompagner les gens. Et donc, de rester particulièrement factuel et objectif pour apporter des éléments pertinents. Voilà. J'espère que ça répond un peu mieux à la question. Merci beaucoup, Johanna. Dans le chat, il y a encore une autre question sur l'introduction de la langue maternelle dans les apprentissages. Euh, peut-être que c'est Karine, peut-être que Karine pourrait préciser sa question. Je ne suis pas sûre de pouvoir la reformuler correctement. Karine nous dit dans le chat, l'introduction de la langue maternelle dans les apprentissages a-t-elle un intérêt en classe de maternelle dans une école française où la langue française constitue en fait une langue de scolarisation pour ses élèves de 3 ou 4 ans? Si Karine pouvait préciser son propos, je pense que ça pourrait être très Je intéressant. je sais pas si Karine, je peux. vous êtes là? Oui, je suis Oui. là. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Mhm. merci. Ok. On vous Oui. écoute. Alors, en fait, j'ai enseigné dans une école où, en fait, les enfants n'étaient pas francophones. C'est un pays non francophone. Et donc, il avait été conseillé à l'époque de renforcer leur langue maternelle dans l'idée qu'ils soient plus performants ensuite en langue française. Donc, à l'époque, j'étais en moyenne section et nous avions donc des cours de la langue du pays qui étaient assurés par des professeurs de langue du pays et donc qui intervenaient régulièrement pendant les temps d'apprentissage de la classe en français. Et l'idée à l'époque, c'était de se dire que en renforçant leur langue maternelle, quand ils avaient 3 ans, 4 ans, on allait les aider ensuite à être plus performants pour apprendre le français qui n'était pas du tout une langue qu'ils pratiquaient à la maison, en fait. Donc, je ne sais pas, je voulais avoir votre avis sur l'intérêt, en fait, de cette pratique. Alors, mon avis, il va pas être issu directement des neurosciences, mais plutôt de mon expérience avec les élèves allophones et quelques recommandations qui sont faites aussi par des didacticiens et des linguistes. C'est que, alors, euh, déjà, si on met les élèves en situation de concurrence, si on met les langues en concurrence, on aura de moins bons résultats. Donc, ça, c'est la première chose. Il est vrai, en fait, qu'il est beaucoup plus facile de faire des comparaisons entre les langues. C'est-à-dire que, par exemple, avec les élèves que j'ai eus, on apprenait des éléments de conjugaison. Alors, je présentais, en fait, comment on le faisait en langue française. Et en même temps, je leur demandais, mais comment on le fait dans ta langue maternelle? Et le fait de pouvoir comparer ces deux systèmes linguistiques-là permet de mieux comprendre
comment fonctionne le système linguistique français par cette comparaison-là. Voilà. Et donc, on avançait davantage grâce à cela. Après, Après, c'était peut-être c'était peut-être des apprenants qui étaient un peu plus âgés aussi, parce que là, je vous oui, parle d'enfants oui, qui ont de 3 ans, maternelle. 4 ans, et donc qui arrivent en fait à l'école française en ne pouvant souvent, enfin en tout cas en petite section, quand ils arrivent à 3 ans, ils ne peuvent pas communiquer en français. C'est-à-dire, ce sont Oui. des élèves complètement allophones. Donc, enfin, pour eux, comparer deux langues à leur âge, c'était un petit peu quand même compliqué. Bien évidemment, mais par le jeu et en adaptant à leurs âges, Ouais. notamment pour l'acquisition lexicale des mots, etc., qui va construire en fait la langue, enfin l'acquisition de la langue française, etc. Eh bien, oui, on peut faire cette comparaison-là pour pouvoir rendre beaucoup plus intelligible. Donc c'est Ouais. là, de ce qui me vient là, rapidement, c'est cela. Donc, c'est d'introduire en fait et surtout de ne pas montrer en fait qu'il y a une concurrence entre cette langue maternelle et la langue que l'on doit acquérir par la suite. Pourquoi? Parce que bah, finalement, ça va créer des biais et ça va entamer la motivation à pouvoir se plonger dans la langue française derrière. Donc voilà. Alors là, sur le sujet, certainement, j'ai besoin d'approfondir encore pour ne pas vous dire de bêtises. Ok, bah c'est gentil en tout cas. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup, Johanna. C'était en effet extrêmement concret. Mhm. Et je pense que ça a entré en résonance justement avec beaucoup de situations professionnelles des participants. Merci beaucoup également, Isabelle, de nous avoir permis d'entendre, de bénéficier de l'apport des neurosciences grâce à Johanna. Je remercie Euh, infiniment tous les participants, mhm. euh, qui étaient plus d'une centaine, alors que nous sommes un vendredi soir. C'est D'accord. quand même assez héroïque. Bien sûr, il y aura l'enregistrement disponible sur notre site et bien sûr également le diaporama de Johanna avec tous les liens parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé Voilà. également dans le chat. Donc ben, voilà, vous retrouverez quelques recommandations, notamment les études de Christophe Pallier sur le site le site MLF et notamment aussi le YouTube de la MLF. On retrouve énormément de webinaires sur la question des neurosciences et je vous ai préparé une tentative de bibliographie en essayant de pas trop mettre de choses dedans de sorte à ce que ça puisse rester quand même humain. Voilà. Et ben, je vous remercie énormément pour votre participation, pour votre attention et surtout l'accueil qui m'a été fait pour apporter et contribuer à ce fil rouge sur le plurilinguisme. Merci beaucoup à Merci à tous toi. et merci à Merci à Marie toi, également. Johanna. Merci à toi, mille merci de nous avoir fait partager ton expertise. Je souhaite une excellente soirée à tous les participants. Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour un autre webinaire. Et je vous invite à consulter le programme sur le site du fil rouge de la MLF. Oui, Merci ce sera beaucoup. sur les pratiques pédagogiques et ce sera en mars.